Bon, merci beaucoup d'être là ce soir, d'avoir bravé les intempéries, les métros en panne et les manifs. Ça nous fait très plaisir de vous voir ce soir. Moi, je suis juste là pour vous parler très rapidement de Le Bon Coin Tech, qui est donc la communauté tech de Le Bon Coin. Vous connaissez très certainement Le Bon Coin, vous connaissez peut-être pas la communauté tech. Donc, si vous voulez en savoir plus sur nous, on a un compte qu'il va falloir qu'on change parce que c'est X maintenant. On a un compte Medium avec tous nos articles de blog spécialisés dans la tech, évidemment. Et puis, on a un compte YouTube sur lequel vous pouvez retrouver tous les meet-ups que l'on fait comme ceci et sur lequel vous retrouverez ce meet-up en replay à partir de la semaine prochaine. Voilà, donc merci encore d'être venu. Je vais laisser la parole à Stéphanie et puis je vous souhaite un bon meet-up. Petite chose, vous allez me voir apparaître et disparaître souvent parce que je vais passer des présentations sur cet ordinateur. Donc voilà, si j'apparais ici, vous inquiétez pas. Stéphanie, je te laisse la parole. Super, merci Julien. Bonsoir tout le monde. Je suis ravie de vous voir, de voir plein de têtes connues du paiement. C'est super chouette. Aujourd'hui, on va pouvoir profiter un petit peu de ce temps qui nous est alloué pour parler du paiement. Dans le e-com, il faut quand même l'avouer, le paiement est souvent un peu le parent pauvre, un peu le parent caché, on n'en parle pas trop. Et on avait envie de le mettre à l'honneur. Et je suis ravie d'accueillir ce soir différents expertes et experts du paiement. On va avoir un petit menu très intéressant, à savoir tout d'abord comment un retour d'expérience des équipes Le Bon Coin sur comment est-ce qu'on s'est appuyé sur le paiement pour en faire un driver de business et à quel point en fait sur les 4 dernières années on a complètement retourné la table puisqu'il y a 4 ans Le Bon Coin n'était pas un e-commerçant, il faut se le dire. Les nouvelles tendances avec l'intervention de Virginie sur la partie donc nouvelles tendances au niveau Europe. Virginie venant d'Adienne, et enfin la partie EPI par Laetitia Dorla, qui va nous parler de qu'est-ce que c'est que EPI et qu'est-ce qui va se passer au niveau Europe. Essayez de patienter jusqu'à la fin, soyez un peu patient dans notre monde qui va hyper vite. Il y a un cocktail qui est prévu afin que vous puissiez justement aussi échanger entre vous, parce qu'on aura forcément pas le temps de poser toutes les questions qu'on voudra, même si on a prévu un peu de temps pour les questions et réponses. Et vous pourrez étancher votre soif aussi, effectivement. Lapsus révélateur. Je vous propose d'accueillir, en tout cas sans tarder, les premiers intervenants, donc, qui sont Julien Gonon et Caroline Laure. Caroline, Julien, si vous voulez bien venir avec moi sur l'estrade, s'il vous plaît. C'est vous qui démarrez ? Oui. Comment on se sent ? Ça va. Ça va ? Avant d'attaquer dans le vif du sujet, je vais vous laisser vous présenter. Donc Caroline, si tu veux bien commencer. Bonsoir tout le monde, je m'appelle Caroline, je suis Payment Product Owner et ça fait maintenant 4 ans que j'ai fait du paiement mon domaine d'expertise au sein des équipes du Bon Coin. Et je suis super contente d'être parmi vous ce soir pour pouvoir parler de paiement. Bonsoir à tous, moi c'est Julien, ça fait 2 ans que je suis chez Le Bon Coin aujourd'hui et je suis très content d'être sur scène avec Caro et Steph et devant vous. C'est une grande première pour moi et je suis un peu impressionné, mais je pense que ça va aller. Certains de mes collègues me collent une étiquette de Payment Addict parce que j'adore ça et accessoirement aussi parce que ça fait 10 ans que je bosse dans ce domaine passionnant. Ouais, Payment Addict un jour, Payment Addict toujours, je crois que... très bien. Je veux bien que tu passes au slide d'après. Donc, tout d'abord, pour démarrer, on aimerait bien savoir, déjà, histoire de poser un peu le contexte, c'est quoi le paiement chez Le Bon Coin ? Parce qu'encore une fois, juste un petit rappel, il y a 5 ans, le paiement était très peu existant chez Le Bon Coin. Le Bon Coin n'était pas un e-commerçant, on était inexistant au classement des e-commerçants. Le business model historique de Le Bon Coin, c'est de mettre en relation des particuliers qui ont des biens à vendre et des particuliers qui ont des biens à acheter. Donc autant vous dire qu'on se rencontre en physique et on échange à ce moment-là.
Lorsque Le Bon Coin a décidé de se lancer dans le transactionnel, ça a été une révolution en interne à tous les niveaux. Donc le paiement, Caro, qu'est-ce que c'est, s'il te plaît? Alors, avant de vous parler du paiement chez Le Bon Coin, je vais d'abord vous présenter Bertie. Bertie, c'est un personnage qu'on va utiliser tout au long de notre prise de parole. Bertie, c'est notre acheteuse qui est fan de Jodassin, comme vous pouvez le voir, et qui passe la majorité de ses week-ends à chiner sur Le Bon Coin pour trouver des vinyles de collection de son artiste préféré. Maintenant que je vous ai présenté Bertie et que vous la connaissez, je vais pouvoir revenir sur l'histoire du paiement chez Le Bon Coin. Il faut savoir qu'il y a 5 ans, le paiement en ligne sur Le Bon Coin, c'était uniquement disponible pour l'achat d'options premium, pour pouvoir mettre en avant la visibilité de ses annonces. À ce moment-là, Bertie, il n'était pas possible pour Bertie d'acheter via le paiement en ligne. Bertie, elle devait acheter ses transactions. Par exemple, elle devait donner rendez-vous à son vendeur sur le parking d'un supermarché pour pouvoir effectuer la transaction. Et Bertie, elle continue à payer en espèces ou en chèque. En septembre 2018, Bertie, elle a pu acheter enfin en ligne sur Le Bon Coin. L'arrivée du paiement en ligne et l'arrivée de la livraison a permis à notre plateforme de prendre un virage transactionnel. Donc, depuis septembre 2018, on a vendu des millions de vinyles, et pas que, partout en France. Et aujourd'hui, ce sont des millions de consommateurs qui sont heureux de pouvoir acheter des articles de seconde main partout en France. Pour que cette expérience elle soit possible, il a fallu qu'on crée une plateforme de paiement et un écosystème de paiement de zéro. Bien évidemment, on a été accompagné par nos partenaires de confiance, Adyen et Mangopay, sur toute la gestion des transactions, mais aussi sur la gestion des KYC. Concrètement, aujourd'hui, le paiement chez Le Bon Coin, c'est une plateforme de paiement de bout en bout, du pay-in au pay-out, en passant par la vérification du KYC. Et on a réussi en 5 ans à créer une gamme de produits en constante évolution. Et cette gamme de produits, elle est conçue pour accompagner Bertie, justement, dans les différents moments de sa vie. En 2018, Bertie, elle a pu acheter ses vinyles en ligne sur Le Bon Coin. Elle a pu aussi réserver ses vacances en ligne en 2019. Et Bertie, elle a aussi acheté sa moto sur Le Bon Coin en 2020. Ce que je veux dire, c'est qu'on on a accompagné nos utilisateurs tout au long des différents moments clés de leur vie. Et pour que cette expérience elle soit possible, et pour pouvoir faire tout ce travail, il a fallu aussi qu'on travaille notre équipe. On a investi du temps à créer des équipes dédiées, et des équipes qui sont expertes, pour pouvoir administrer justement toute cette complexité autour du paiement et pour garantir justement une qualité de service et offrir à nos utilisateurs une plateforme de paiement qui est optimale. Aujourd'hui, on peut le dire, notre plateforme de paiement, elle est robuste, elle est scalable et elle nous permet de traiter chaque année des dizaines de millions de transactions. Et ça, c'est important. Super, merci Caro pour l'introduction. Effectivement, vous allez le voir, il ne faut pas oublier que Le Bon Coin intervient, et on parlera beaucoup de la partie biens de consommation, mais Le Bon Coin intervient, les paiements chez Le Bon Coin, ça intervient aussi sur du marché d'occasion de véhicules et aussi sur de la location de vacances entre particuliers. Pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, je vais me tourner vers toi, Julien. Quels sont les modes de paiement que l'on adresse justement sur notre site, sachant qu'on n'achète pas une location de vacances ou une voiture comme on achète un vinyle de Jodassin? C'est pas votre génération, ça, pourtant. C'est peut-être celle de Bertie. Alors, historiquement, Le Bon Coin a démarré avec le paiement, un seul moyen de paiement qui était la carte bancaire. Donc, comme tu l'as dit, Steph, la carte bancaire c'est très bien, mais c'est pas forcément adapté à l'ensemble des marchés. Depuis toutes ces années, on a étoffé notre catalogue et vous pouvez le voir à l'écran. En plus de la carte bancaire, on a implémenté du paiement fractionné qui facilite l'achat des paniers élevés. On a un petit nouveau Apple Pay qu'on vient de lancer il y a quelques jours qui était tant attendu par nos utilisateurs Apple Addict, dont je fais partie et je crois en voir d'autres dans la salle. Et on a aussi le virement bancaire qui est dédié au marché du véhicule d'occasion. En complément, on a ce qu'on appelle des moyens de paiement internes chez Le Bon Coin, dont le porte-monnaie,
On aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard. Et les crédits et les jetons qui sont destinés à nos utilisateurs professionnels. Super, effectivement, une vaste gamme dont l'objectif est d'accompagner nos utilisateurs en fonction de leurs besoins. Et si on en revient un petit peu au cœur de notre sujet, comment est-ce qu'on a fait pour devenir une marketplace incontournable du C2C, sachant qu'encore une fois, on était inexistant il y a quelques années, et en quoi le paiement a été une colonne vertébrale pour cet essor. Je vais me tourner vers toi, Caro, parce que c'est toi qui réponds à cette question. Ouais, c'est moi qui réponds. Eh bien, on a travaillé sur 3 axes. On a, dans un premier temps, proposé un parcours adapté. On a aussi travaillé la confiance et la réassurance de nos utilisateurs. Et on a aussi amélioré notre stack technique. Effectivement, 3 piliers clés, 3 piliers extrêmement importants. Tu peux nous en dire un petit peu plus ? Eh bien, on peut prendre par exemple le premier axe, le parcours adapté. On sait aujourd'hui que le nerf de la guerre pour nous, e-commerçants, ce sont nos utilisateurs. Il a fallu qu'on crée un parcours qui soit adapté pour Berty, mais aussi pour nos vendeurs. Et pour cela, on a travaillé du coup avec nos équipes UX, mais aussi nos équipes data, pour pouvoir concevoir et proposer à Berty la meilleure expérience d'achat, mais aussi la meilleure expérience de paiement, tout en respectant les différents standards du marché. Il ne faut pas oublier aussi qu'on est une marketplace C2C et qu'on a un business un petit peu particulier. Nos vendeurs, à la fin de leur transaction, ils doivent pouvoir recevoir leur argent. Donc souvenez-vous, en 2018, notre vendeur qui vendait son vinyle à Berty, il ne savait pas ce que c'était un KYC, il ne savait pas pourquoi il devait aussi fournir ses informations d'identité pour récupérer son argent. Il a fallu du coup qu'on crée un parcours KYC qui soit simple, qui soit fluide et qui soit rassurant pour nos utilisateurs. Mais ça veut dire quoi en fait, un parcours KYC qui est fluide et rassurant? Ça veut dire, par exemple, demander des informations d'identité les plus sensibles au bon moment. On ne va pas demander, par exemple, la carte d'identité ou le RIB à la création du compte Le Bon Coin. Ça veut dire aussi créer les bonnes communications, donc gérer le contenu des emails qu'on va envoyer, mais aussi gérer comment on va afficher les différentes bannières du KYC sur notre parcours, à quel moment, sur quelle page, mais c'est aussi gérer les relances de cette vérification d'identité. Et ça a été un réel challenge pour nous, Le Bon Coin, parce qu'on partait de rien, en fait. On ne savait pas. Créer un parcours adapté, c'est aussi mettre à disposition des moyens de paiement adaptés. En 2022, on a répondu aux demandes de nos utilisateurs en lançant le porte-monnaie Le Bon Coin, qui là aussi a été un challenge pour nous, tant sur le plan technique que sur le plan de l'expérience utilisateur. Aujourd'hui, Berty, elle peut recevoir l'argent de ses ventes directement sur son porte-monnaie Le Bon Coin, mais elle peut aussi utiliser cet argent pour acheter sur Le Bon Coin et racheter ses vinyles. Mais Berty, elle peut aussi, si elle veut, faire des économies, transférer cet argent-là sur son compte bancaire. Non seulement notre porte-monnaie Le Bon Coin, il a permis de créer un cercle vertueux autour de la transaction, mais il a aussi permis d'ancrer l'usage du transactionnel sur la plateforme et de créer de la confiance entre nos acheteurs et nos vendeurs. J'ai parlé d'un parcours adapté. Donc mettre en place un parcours adapté, c'est bien, mais gagner la confiance de nos utilisateurs, c'est mieux. Et on sait à quel point cette confiance-là, dans le paiement en ligne, elle est essentielle pour nous. Donc il a fallu la travailler. Comment on a fait? On a travaillé dans un premier temps notre positionnement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Le Bon Coin, c'est un tiers de confiance tout au long de la transaction. Et ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que lorsque Berty, elle achète via le paiement en ligne, son argent est sécurisé sur un compte séquestre chez Adyen. Et ça tout au long de la transaction. Jusqu'à ce que Berty, elle confirme qu'elle a bien reçu son article et que son article est conforme. À ce moment-là, Le Bon Coin va effectuer le paiement au vendeur. On a créé aussi de la confiance et de la réassurance au travers des différents moyens de paiement qu'on a implémentés. Je vous ai parlé du porte-monnaie. Eh bien, le porte-monnaie Le Bon Coin, il apporte aujourd'hui de la transparence et de la clarté dans les transactions. Berty,
si elle fait une vente sur le Bon Coin, elle sait qu'elle peut visualiser directement ses fonds à venir et ses fonds disponibles sur notre porte-monnaie. Donc ça la rassure. Parce que avant qu'on implémente le porte-monnaie Le Bon Coin, Bertie, elle était rassurée que quand elle recevait son argent sur son compte bancaire. Et il y avait des délais. Le fait aussi de mettre en place des moyens de paiement comme Honey ou Apple Pay, ça aussi, ça rassure nos utilisateurs. Parce que ce sont des moyens de paiement qui sont connus et qui sont utilisés au quotidien sur d'autres plateformes. Maintenant que j'ai parlé du coup de l'importance de créer un parcours adapté, mais aussi d'avoir de la confiance, il reste encore un élément essentiel sans lequel on n'aurait pas pu être, pour moi, au top 3 du e-commerce. Vous vous rappelez, on traite chaque année des dizaines de millions de transactions. Et pour moi, on ne peut pas devenir une plateforme e-commerce si derrière, on n'a pas une stack technique de compétition. Aujourd'hui, Le Bon Coin, c'est la plateforme de paiement interne pour tous nos marchés. Les marchés de l'annonce, biens de consommation, automobile, location de vacances, emploi. On est capable d'administrer toute la complexité du paiement pour nos équipes internes qui, elles, ne sont pas expertes. Et du coup, ça leur permet de se concentrer sur leur cœur de business. On est aussi capable de supporter, notre plateforme de paiement est capable de supporter des pics d'activité qui sont significatifs, tout en préservant la qualité de notre expérience utilisateur. Par exemple, lorsqu'on a des campagnes d'offres promo mondial relais, de livraison justement, ce n'est pas des milliers de transactions qu'on traite par jour, c'est des centaines de milliers de paiements qui sont traités à travers la plateforme. Donc pour ça, il faut que la plateforme derrière, elle soit solide. Pour pouvoir gérer cette plateforme de compétition, il a fallu aussi qu'on s'organise en conséquence pour pouvoir continuer de travailler sur plusieurs projets en parallèle, pour continuer à innover rapidement, toujours pour répondre aux besoins de nos utilisateurs, mais aussi pour répondre aux différents enjeux business qu'on a. Je vais vous donner un petit ordre d'idée, mais en 2018, l'équipe paiement, c'était juste une petite équipe composée de même pas 10 personnes. Et à cette époque, on traitait qu'une 50aine de transactions par jour. Donc avec l'avancée du transactionnel et la montée du transactionnel, on s'est aussi adapté en conséquence. Aujourd'hui, on est un groupe paiement constitué de 40 personnes aux compétences variées. On a des PO, on a des EM, on a des dev-back, des dev-front, de la QA, des UX, mais aussi des fraudes spécialistes qui sont répartis dans 5 équipes. Et chacune de ces équipes, elle a une expertise spécifique. Allant par exemple de l'implémentation d'une API de paiement prête à l'emploi, à l'intégration des moyens de paiement externes et internes, en passant par la gestion des KYC et la conformité des transferts de fonds. Et je n'oublie pas aussi la superbe équipe de fraude qui gère du coup justement tous les paiements frauduleux et qui lutte justement contre cette fraude au paiement. En fait, finalement, on se rend compte qu'on a aujourd'hui une maîtrise totale de notre processus de paiement. Et ça, pour moi, je pense que ce n'est pas forcément donné à tout e-commerçant. Donc le fait d'avoir cette maîtrise totale de notre chaîne de paiement, ça permet à nos équipes de pouvoir se concentrer sur le business. On leur apporte de plus en plus de valeur business en leur évitant cette charge un peu mentale du paiement. Super. Je pense que vous l'aurez compris, effectivement, qu'il y a eu énormément de challenges et qu'on n'en est pas arrivé là du jour au lendemain. On parle quand même de presque 4-5 années qui se sont écoulées. C'est assez top parce qu'il y a eu une très belle success story derrière tout ça, mais il y a eu énormément de challenges à relever, tant organisationnels, techniques, fonctionnels ou légaux. Et aussi, fraude. Justement, là, je vais me tourner plutôt vers toi, Julien. Qui dit paiement, forcément, dit fraude. Sinon, c'est pas drôle. Il ne faut pas oublier, donc, la spécificité, c'est qu'on est une marketplace C2C. Donc, parle-nous un petit peu de la fraude, s'il te plaît, Julien. Alors, Le Bon Coin a une grosse notoriété. Je ne vais pas vous l'apprendre.
Et qui dit grosse notoriété dit forte exposition à la tentative de paiement frauduleux. Pour veiller sur notre trafic et sécuriser notre business, on a une super équipe, comme l'a dit Caro, une équipe de lutte contre la fraude, qui, grâce à la data, gère d'une main de maître un moteur de règles qui s'adapte en fonction du comportement des utilisateurs sur la plateforme. Vous me direz, rien de plus classique, c'est quelque chose d'assez commun dans le paiement, mais Steph t'en a parlé, Caro aussi. Le Boncoin, c'est une marketplace avec du paiement en entrée, le pay-in, lorsque l'acheteur fait son paiement, mais c'est aussi du paiement en sortie pour le pay-out. Et donc, le moment où le vendeur récupère le montant de sa vente. Et la fraude est présente à chacune de ces étapes. Et nos experts, nos anges gardiens, veillent d'une main de maître et à sécuriser toute cette partie pay-out également, qui est cruciale pour nos utilisateurs vendeurs. Tout ce qui est mis en place aujourd'hui, ça nous permet d'atteindre des taux de fraude les plus bas du marché. Et tout ça, ça favorise la confiance que peut nous apporter l'écosystème bancaire. Vous allez peut-être me dire en quoi ça influe sur le business du Boncoin, la confiance des banques. Grâce à ça, on arrive à proposer des parcours paiement sans friction. Je pense que je ne suis pas le seul dans la salle à trouver ça embêtant de sortir d'un parcours paiement pour aller authentifier son paiement sur son appli bancaire. Et c'est autant de risques de perte d'achat. Et ça, c'est pas génial pour business. Donc, grâce à nos taux de fraude, on arrive à sortir vainqueur de cette étape de paiement. Et donc, nos taux de conversion se portent très bien. Et ça, c'est très bon pour le business aujourd'hui. Oui, effectivement. Bon, je pense que, vu les personnes qui sont dans la salle, c'est le nerf de la guerre pour tout le monde. Hein. Une transaction qui n'aboutit pas, c'est un client insatisfait qui ne reviendra pas. Donc, on sait qu'on a des contraintes, mais en tant qu'e-commerçant, c'est vraiment le point névralgique sur lequel on est en train de travailler tout le temps, tout en sécurisant la fraude, parce que on n'aime pas ça, pas plus que n'importe qui dans cette salle. Super. Merci à tous les deux pour le moment. Mais moi, je vais revenir à notre sujet de départ sur cette table ronde. C'est, OK, fine, mais en quoi le paiement, aujourd'hui, a permis d'aider à gravir ces marches et devenir top 3 des acteurs e-commerçants aujourd'hui en France? Qu'est-ce qui nous permet de dire ça aujourd'hui? Alors, on a un leitmotiv chez Le Boncoin, c'est utilisateur first. Mais Le Boncoin est aussi orienté business. On a beau faire la seconde main, on reste une entreprise avec des enjeux de rentabilité. Donc pour répondre à la question, Stéphanie, je vais résumer tout ce que Caro et tout ce que j'ai pu aborder avant en 4 points. Le premier point, c'est la création de la plateforme de paiement. Aujourd'hui, grâce à ça, ça permet à nos marchés de se concentrer sur leur cœur de business. Si je reprends l'exemple de Bertille, avec le marché de location de vacances, par exemple, le marché de la location de vacances, leur métier, c'est pas le paiement. C'est de faire en sorte que Bertille puisse trouver sa maison de vacances pour l'été prochain. Aujourd'hui, on est, vous l'avez compris, je pense, mais devenu le P1SP interne au service de nos marchés. Et on a un rôle d'accompagnement et de conseil sur la stratégie paiement. Le deuxième point, c'est la stack technique. Car on en a parlé, tout ce qui a été fait, tout ce qui a été construit, nous a permis aujourd'hui de réduire les délais d'implémentation pour respecter un time to market toujours plus court. Vous savez autant que moi, je pense, que Le Boncoin est généraliste avec plusieurs marchés. Donc on a des concurrents très féroces, spécialistes des marchés que Le Boncoin adresse. Et donc, on est obligé de s'adapter et d'évoluer rapidement si on veut rester dans la course. Le troisième point, le nerf de la guerre aussi, c'est l'amélioration de notre acceptation de paiement. Et je pense qu'il y a certains partenaires de paiement qui sont dans la salle
qui peuvent témoigner qu'on est assez exigeant sur ce point. Parce que, comme l'a dit Stéphanie tout à l'heure, un paiement qui aboutit en une fois, c'est un client content. Et c'est un utilisateur qui reviendra. Le quatrième point, c'est le porte-monnaie. Je ne vais pas forcément revenir sur ce que Caro a pu aborder, mais ça favorise vraiment, et on constate depuis le lancement, le réachat et la fidélisation de nos utilisateurs. Si on met ça bout à bout, aujourd'hui on est capable de proposer le bon moyen de paiement pour le bon montant, pour le bon marché. Et en fait, Stéphanie, c'est tous ces points-là qui font qu'aujourd'hui, le paiement est un driver de business pour le Bon Coin. D'accord, donc si je résume, en fait, toujours un peu shadow, toujours un peu caché, mais qui facilite et qui permet cette accélération du business que l'on a rencontré. Je crois que c'est une bonne conclusion. Merci. Ok. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à toute l'équipe qui est derrière. Vous l'avez compris, il y a quand même 40 personnes derrière Caro et Julien. Une partie est là et on vous envoie des énormes bisous au passage. On va en profiter pour prendre un petit peu de temps sur des questions-réponses. Merci tous les trois. Alors, je vais faire passer le micro si vous avez des questions. Je vois qu'il y a déjà des mains qui se lèvent. Mais comme c'est moi qui ai le micro, c'est moi qui vais poser la première question. Voilà, c'est moi qui décide. Alors, moi, je bosse chez Le Bon Coin et, comme beaucoup ici, je suis aussi utilisateur de Le Bon Coin. Et je me pose une question. Alors, Apple Pay, c'est trop cool. Moi, je suis trop content d'Apple Pay. Mais je me demande la vision, peut-être à 3-5 ans, du paiement chez Le Bon Coin. Qu'est-ce que ce serait ? Je sais pas, est-ce qu'on va pouvoir rencontrer quelqu'un en physique et payer avec son portable, genre SumUp ou des choses comme ça? Voilà. J'en sais rien, mais voilà, je vois qu'il y a des oreilles qui bourdonnent. Je pose la question. Oui. Je vais bien commencer par répondre. Pour moi, dans 5 ans, le paiement en ligne chez Le Bon Coin doit devenir un non-événement pour nos utilisateurs. Il faut qu'on arrive à rendre cette étape de paiement la plus transparente possible, de sorte qu'elle passe presque limite inaperçue en fait, mais tout en restant sécurisée et efficace. Et ça, si on y arrive à le faire, ça permettrait à nos utilisateurs de se concentrer sur ce qui compte vraiment. Et par exemple pour Bertie, ce qui compte vraiment, c'est la bonne affaire qu'elle a réalisée. Donc voilà, rendre le paiement un non-événement. Je vais me permettre de compléter. Je suis complètement d'accord avec Caro. Mais du coup, dans 5 ans, j'aimerais bien voir nos moyens de paiement évoluer, ou en tout cas d'avoir une offre toujours moderne et au plus proche de nos utilisateurs. Et ton idée me va bien, Julien. Pourquoi pas j'aimerais bien voir, en tout cas, le téléphone d'un vendeur se transformer en terminal de paiement pour que la transaction soit finalisée en direct avec l'acheteur. Ce serait une bonne idée, non ? Je crois qu'on va peut-être en parler un petit peu plus tard. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je peux passer le micro. Il y avait des mains qui se levaient. Monsieur, madame, honneur à madame qui est au deuxième rang. Bonjour, donc moi je travaille chez United et on fait uniquement du crédit à la consommation, donc du paiement en plusieurs fois sur des montants élevés. Et je me demandais pourquoi chez Le Bon Coin il n'y avait pas de possibilité de paiement en 10 fois, 24 fois pour les montants les plus élevés, notamment pour les voitures ou autres. Ok, merci pour la question. Chez Le Bon Coin, on a une méthode d'approche qui est comme ça chez tout PNT. On marche par itération. J'ai pu en parler tout à l'heure. On a démarré avec la carte bancaire. On a implémenté de nouveaux moyens de paiement. Et aujourd'hui, ce qu'on a, c'est une première version. On ne s'interdit pas d'implémenter demain des solutions de crédit, peut-être, pour acheter une voiture, peut-être même, pourquoi pas acheter une maison. Mais voilà, tout est une question de priorité. Et c'est quelque chose qu'on a en tête. Mais voilà, on a préféré adresser des besoins marché qui étaient plus forts et plus prioritaires
dans un premier temps. On a une troisième question ici, monsieur. Je vais me lever parce qu'il ne me voit pas. Steph, en fait, j'ai deux questions, mais deux petites questions. Tu dis, vous êtes le troisième site e-commerce. Sur quel chiffre? Sur les chiffres qui sortent de nos amis de la FEVAD ou de classement e-commerçant. En volume d'affaires En volume de visiteurs principalement. Merci. Bien tenté. La deuxième, elle est pour Julien. Tu parlais de taux de fraude. Tu disais que j'étais en dessous de ceux du marché. Moi, j'aime bien partager mes taux de fraude parce que vous avez démontré comment vous y êtes arrivé. Est-ce que vous avez le droit de partager votre taux de fraude? Ah, bonne question. Je sais pas, on aura peut-être l'occasion d'en discuter tout à l'heure autour du cocktail. Après quelques verres, alors. Ça marche. Est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle? Je ne vois pas de main qui se lève. Je pense qu'on est bon. Super. Ah si, une question derrière. Sur le gong. Bonsoir à tous, Emmanuel Georges, Banking Cycle. J'aimerais savoir si vous aviez l'intention d'offrir à vos utilisateurs français de pouvoir acheter sur des sites européens, un peu à la manière de certaines plateformes, et de gérer ensuite la livraison. Vous voulez que je prenne? Ok, super. Bonsoir. Aujourd'hui, c'est clairement pas le cas. On est franco-français et on adresse ça principalement et on souhaite être au plus près de nos utilisateurs français. Demain, je dirais pourquoi pas, mais c'est pas dans nos roadmaps immédiates qui sont déjà bien remplis. Est-ce qu'on est bon au niveau des questions? Je pense. Eh ben, merci beaucoup. Super, merci à tous Bravo les à deux. vous. Et alors, je précise pour les gens qui vont regarder cette vidéo, puisqu'on enregistre, que si vous vous posez les questions de pourquoi on ne se voit pas, c'est parce qu'en fait, il y a une énorme pylône qui est en plein milieu de la salle, qui fait que donc on n'arrive pas tout le temps à se voir. Je pense qu'on peut passer à la deuxième présentation, Stéphanie. Tout à fait. Donc, vous l'avez compris, forcément, les 5 dernières années n'ont pas été de tourpeau. On a quand même pris énormément relevé énormément de challenges, pris des choses positives, pris quelques murs aussi. Et tout ça, en fait, ça n'aurait pas été possible sans notre partenaire principal, ce qui nous a aidé à construire toute cette marketplace, donc Adyen, que je vais avoir le plaisir d'accueillir sur scène avec Mélanie Christensen, pardon. Excuse-moi, Virginie, s'il te plaît. Virginie qui va plutôt nous parler de toutes les innovations et les tendances justement que vous constatez, vous, à travers votre activité sur le marché européen. Peut-être que tu veux commencer par te présenter. Écoute, merci déjà de m'avoir invité à ce premier meet-up sur le paiement qui nous tient vraiment à cœur. Tout à fait. Et au lieu de me présenter, je vais lancer en fait une vidéo et vous présenter Adyen. Let's just say you're preparing for a highly anticipated drop that will draw millions of eager sneakerheads. Is it midnight yet? Almost. Or let's say you're an outdoor outfitter, expanding your retail footprint. Thank you so much for shopping with us. And fast. Or maybe you're launching your e-commerce site in 10 new countries. In less than 10 days. Impressive. Or you're a global software platform for thousands of restaurants, helping with payments and offering financing to weather the unexpected. That looks expensive. Now let's say you're doing all this with Adyen, financial technology that scales with the world's biggest businesses. You might say, this is beyond payments. And you'd be right. This is the future of fintech. Payments, data, and financial products all on a single platform. What do you say? Let's go. Financial technology built for agility at scale. Any scale. Voilà, c'était une petite présentation d'Adyen et de ce qu'on fait. Donc, vous l'avez compris, on va plus loin que le paiement. Mais aujourd'hui, je ne suis pas là pour parler d'Adyen. Je vais vous parler des tendances dans le paiement. Donc, les tendances du moment, quand Stéphanie m'a proposé de venir prendre parole ce soir, j'ai réfléchi, qu'est-ce qui est en tendance en ce moment? Quels sont les buzzwords que vous entendez?
Évidemment, on parle du sans contact. C'est dans notre vie, le sans contact, le one click. On va parler de l'instantanéité. Tout le monde veut tout de suite, tout, là, maintenant. Et la montée des big apps et le buy now, pay later. Alors pour commencer, pour le sans contact, que ce soit les cartes, vous êtes en sans contact, on voit que les paliers des cartes au fur et à mesure augmentent pour qu'on puisse payer en sans contact sans avoir à rentrer son code et de faire vraiment du très rapide. On le voit aussi sur le téléphone parce qu'en fait le sans contact a commencé avec les cartes en plastique, mais c'est passé aussi sur les wallets, donc ça remonte vers les wallets. Vous avez tous votre téléphone et vous passez votre vie à taper et à faire du sans contact partout, ce qui vous permet avec votre téléphone de dépasser les paliers qui sont sur votre carte. Donc grande montée, que ce soit dans l'e-commerce ou dans les magasins, une grande montée du sans contact. Ça prend de plus en plus de volume d'un point de vue carte et d'un point de vue wallet. Chaque année, ça double de volume les transactions qui passent en sans contact. On va parler de l'instantanéité. Je disais, on a envie de tout de suite, très rapidement. On va vers le one click, mettre Apple Pay sur un grand site d'e-commerce français tel que Le Bon Coin, ça n'est pas anodin. Il disait, j'attendais que ça arrive. Bah oui, parce qu'en fait, on fait énormément de transactions quand on est dans le métro, quand on n'est pas sur son vélo, mais quand on marche, quand on est sur son canapé. Et on n'a pas du tout envie d'aller chercher sa carte, on n'a pas du tout envie de vérifier s'il y a un code qui est arrivé sur son application bancaire. On veut que ça se passe immédiatement. Donc c'est du one click. C'est des wallets, mais c'est aussi du click to pay. Donc le click to pay, c'est quand on va enregistrer sa carte à un moment qu'on a dit à la banque, je voudrais pouvoir utiliser du click to pay. Et après, dès l'instant qu'on se retrouve sur un site qui va proposer ce service, on n'aura plus besoin de rentrer sa carte. Elle est déjà là, la banque vous a donné l'autorisation. Elle dit, est-ce que vous voulez utiliser la carte que vous avez utilisée chez le marchand X sur ce marchand Y? Vous m'avez dit que vous voulez le faire, donc ça va être du one click. Il n'y aura plus le click to pay. On va en fait faire du one click sans s'enregistrer sur chaque site Internet. L'instantanéité, c'est aussi des nouveaux acteurs avec le buzzword open banking. Je veux payer avec ma banque. Ça arrive tout de suite, en 10 secondes, je vais pouvoir faire un paiement, mais je vais aussi pouvoir recevoir des fonds. C'est assez important dans certaines transactions, notamment dans le loisir, mais c'est aussi important quand on fait des achats. Par exemple, on se retrouve à l'aéroport, on a envie de se faire surclasser, on doit payer un supplément pour son bagage, on a besoin que le paiement soit instantané parce que l'avion va partir et la compagnie aérienne, elle a besoin de savoir qu'elle a reçu les fonds et que ça ne va pas être en fait contesté par la suite. Donc l'instantanéité est en train de grandir dans notre vie, non seulement dans les paiements, mais aussi dans la livraison, dans le one-click, dans je veux tout de suite, là, maintenant. Et puis, il y a la montée des big apps. Alors, les big apps, on les a vus venir de la PAC avec des acteurs tels que Alipay et WeChat. On les voit venir d'Amérique du Nord avec PayPal. Et là, on va beaucoup plus loin que le paiement. Ces big apps, ce n'est pas simplement du paiement, ce sont devenus aussi des marketplaces. Ce sont des apps où on a une expérience en tant que consommateur. Je ne sais pas si vous avez vu l'interface d'Alipay, mais le nombre de choses que l'on peut faire sur Alipay, le paiement, c'est tout petit. C'est le chat room, c'est le WhatsApp, c'est sa banque, c'est son achat, c'est trouver des avis sur le restaurant, des avis sur le voyage, c'est préparer son voyage, c'est vraiment en fait l'app de tous les jours. Et ça, il y a une grande montée venue de l'Asie. Maintenant, PayPal est en train d'essayer de faire la même chose. Klarna, on a vu beaucoup d'articles sur Klarna. Klarna est en train de devenir une big app. Ils ont embrassé le fait qu'il ne faut pas faire simplement du paiement, mais il faut apporter de la valeur ajoutée et d'autres services. Donc le paiement, j'ai bien aimé ce que dit tout à l'heure, le paiement devient un non-événement. En fait, c'est ça, ça devient invisible, ça fait partie de toute une expérience.
Mais par contre, c'est invisible, c'est un non-événement, mais il faut que ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, alors là, ça devient un très grand événement. Et ces apps sont très, très, très fortes à avoir des paiements qui sont là, mais qui n'en font pas partie, en fait, de l'expérience. Ça arrive à la fin. Et ensuite, bien évidemment, on ne peut pas parler des tendances du moment sans parler du Buy Now, Pay Later. On dit que c'est nouveau, mais en fait, ce n'est pas du tout nouveau. Il y a toujours eu du crédit. On a toujours eu du crédit, que ce soit au moment où il n'y avait pas de carte, où il n'y avait pas de chèque, où on allait simplement chez son commerçant en lui demandant de mettre sur son petit carnet s'il pouvait mettre, voilà, je vous paierai la prochaine fois, je vais être payé à la fin de la semaine, est-ce que je peux payer en plusieurs fois? Ça a toujours existé, le Buy Now, Pay Later. Ce qui a changé aujourd'hui, c'est la technologie. C'est-à-dire qu'on a tout rendu beaucoup, beaucoup plus simple. Aujourd'hui, on peut demander un crédit ou à faire des paiements en plusieurs fois en un clic. Et en fait, tout ça, ça se lie. C'est-à-dire qu'on va faire de l'instantanéité dans le Buy Now, Pay Later sur une app en sans contact. En fait, la tendance du moment, c'est ça. C'est que ça tourne. Donc, je pourrais vous nommer plein de compagnies qui font tout ça, mais c'est ce que je voulais vous montrer, c'est que tout est lié. On veut de l'instantanéité, on veut du sans contact, on veut avoir une expérience sur une app, pas simplement dans le paiement, et puis on veut pouvoir payer comme on a envie de payer, et si c'est en 3 ou 4 fois ou 10 fois, ou simplement tout de suite. Super, merci beaucoup Virginie. Hyper intéressant de voir à quel point effectivement aujourd'hui on veut tout de suite, maintenant et simplement, et que le paiement est un non-événement jusqu'à ce que ça ne se passe pas bien, et là ça devient un big problème. Super intéressant. Est-ce que vous avez des questions dans la salle que vous souhaiteriez approfondir? Bonjour, Arnaud Crozet, FIM. Virginie, tu as mentionné également le click to pay, qui est un sujet que l'on voit apparaître dans pas mal de pays, mais pas encore en France. Pourquoi? Comment? Est-ce que tu le vois arriver en France? Les freins, les avantages? Ce n'est pas ma décision que ça ne soit pas en France. J'aimerais bien que ça soit en France. Malheureusement, on le voit dans d'autres pays, ou heureusement, on le voit dans d'autres pays. En fait, ça va dépendre aussi de l'appétence des banques. Et ce n'est pas quelque chose où on a de l'influence. Les banques ne voient pas ça d'un bon oeil parce qu'ils ont un peu peur de comment sont utilisées les données. Dans les pays du Nord, il n'y a aucun problème pour mettre en place ce genre de produit. On attend que le système bancaire français se mettre un peu au jour de toutes les innovations qui sont dans le monde. Bonsoir, Sophia Marzouki de Galit. Vous avez parlé d'instantanéité et d'open banking et je voulais savoir si vous permettez aujourd'hui à vos commerçants de proposer de l'account to account avec de l'open banking, ou est-ce que c'est prévu par le biais d'un partenaire dans pas longtemps peut-être? Alors nous, en fait, comment on fonctionne, c'est qu'on écoute ce dont nos marchands ont besoin. Ce n'est pas nous qui allons prendre la décision, ce sont des marchands comme Stéphanie qui vont décider ce dont ils ont besoin pour leurs clients. Et dès l'instant qu'ils vont avoir un besoin de rajouter un moyen de paiement qui correspond à leur clientèle, nous, on va le mettre en place par rapport à la demande de tous nos clients. Donc, si Stéphanie arrive et me dit « j'en ai vraiment, vraiment besoin », vu que ce n'est pas un petit site e-commerce sur la France, on va beaucoup discuter et puis on va trouver le bon partenaire afin qu'elle puisse avoir le moyen de paiement qui va correspondre à ses clients. C'est comme ça qu'on fonctionne. L'open banking, oui, on le propose. L'open banking, ça peut être en marque blanche ou alors avec des noms. Il y a des partenaires comme Trustly, par exemple. Ça fait très longtemps qu'ils travaillent avec nous. Adyen était la première société à offrir de l'open banking, mais c'était il y a 10 ans. Personne ne connaissait l'open banking, donc on a arrêté tout de suite parce qu'il y avait zéro adoption. Aujourd'hui, il y a beaucoup de partenaires d'open banking. Je regarde un peu la bataille, ça me fait un peu penser à ce qu'on a eu la bataille avec les Buy Now, Pay Later. Au fur et à mesure, il y en a qui disparaissent et puis il y en a qui restent. Je pense que dans l'open banking, il va se passer la même chose. Il y a énormément d'acteurs aujourd'hui. Mais ce qui est sûr que l'instantanéité, elle est là.
lorsque Pix a été lancé au Brésil il y a 3 ans, il n'y avait rien. Aujourd'hui, c'est massif. Ce n'est pas possible de faire de l'e-commerce au Brésil sans Pix. On a vu qu'aux États-Unis, c'est FedNow et c'est l'instantanéité aussi. Quand on va en Asie, on a aussi du PayNow, c'est de l'instantanéité. Donc ça arrive. Bien sûr que nous, si nos clients nous demandent, on le fera, mais on le fait déjà. Et chacun a son cas d'usage. Est-ce qu'on a encore une question? Oui. Moi, j'ai une question parce qu'on entend beaucoup parler des orchestrateurs de paiement. Donc, c'est qui ne sont pas des PSP. Donc, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer peut-être la différence et comment vous vous positionnez en tant que PSP par rapport à eux? Alors, je ne vais pas présenter les orchestrateurs parce que je pense qu'ils sont dans une meilleure place que moi de présenter ce qu'ils font comme métier. Ce sont des acteurs qui sont arrivés parce qu'il y a eu un besoin du côté marchand, comme tout acteur qui arrive sur la place, c'est qu'il y a un besoin du côté marchand. Ce ne sont pas notre modèle. Nous avons toute une chaîne de valeur que l'on manage, en fait, du début jusqu'à la fin. Maintenant... les orchestrateurs, je pense que c'est à eux d'expliquer ce qu'ils font et quelle est la différence avec nous. On a une question tout au fond, monsieur. Merci. Rhapsody Conseil. Virginie, tu parlais de l'essor du sans contact. Excuse-moi, je viens là parce que... Désolé, je suis bien caché. Tu parlais de l'essor du sans contact. Est-ce que vous avez plus de visibilité, plus de lecture, une meilleure lecture en tout cas du déploiement du PIN online en France? Parce qu'il y a de petites initiatives, mais le sans contact, dès qu'on se heurte au plafond, forcément, on ne va pas s'en sortir. Alors que dans d'autres pays européens, c'est déjà live. Et on passe sa carte. Si c'est au-delà du seuil, on nous demande de saisir le PIN sans insérer physiquement la carte. Oui, alors moi je connais puisque je suis résidente aux Pays-Bas, donc le PIN online, lorsque je mets ma carte et que ça passe au-dessus de 50 €, je mets mon PIN et puis ça passe tout seul. Ça devient quand même un peu moins contactless quand on doit remettre son PIN, donc je préfère prendre mon wallet parce que là je reste dans le contactless. En France, c'est encore une fois, c'est pas à nous de décider quand est-ce que ça va arriver. On n'a pas ce contrôle. Ça va arriver parce que bien évidemment, il y a de la concurrence de tous les schemes, que ce soit des schemes locaux ou des schemes internationaux. On est dépendant de ces schemes pour le mettre en place. Nous, dès l'instant que ça sera disponible, ça sera mis. On s'est déjà mis dans d'autres pays. Yes. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui. Bonjour à tous, je m'appelle Fiona Walsh, je suis consultante. Et en fait, j'aurais aimé avoir votre avis sur l'avancée du euro digital numérique. On voit que la Banque d'Angleterre étudie le cas, mais également la Banque de France, qui repose, je pense, sur le cryptocurrency ou le blockchain. Quelles sont votre vision sur les tendances à venir sur 5 ans? Alors, je ne vais pas prendre le discours de... Mais on n'a pas vraiment de positionnement. Comme j'expliquais tout à l'heure, nous, on marche avec la demande de nos marchands. C'est-à-dire que s'il y aura une appétence de nos clients pour proposer de l'euro digital, on le fera. S'il n'y a pas d'appétence, on ne le fera pas. Okay. Très bien. C'est intéressant. C'est un domaine qui évolue beaucoup. Il y a beaucoup d'innovations. On voit que chaque année, il y a de nouvelles tendances. On voit avec les QR codes, façon de paiement, click to pay et autres. Donc, ça va être intéressant de voir, peut-être on aura un porte-monnaie de l'argent digital. On verra. En fait, je pense que cette question va faire une parfaite transition avec le sujet juste après. Je tiens à te remercier grandement, Virginie. Merci beaucoup. Merci d'avoir pris le temps d'être là. Je vais accueillir notre troisième intervenante qui va justement nous parler de cette mutation et de cette monnaie virtuelle, de ce porte-monnaie virtuel européen. Laetitia Dorlat, directrice Acceptance France. Et je pense qu'il y aura aussi quelques petits sujets de souveraineté aussi assez sensibles. Laetitia ? Merci beaucoup Stéphanie. C'est un grand plaisir d'être aujourd'hui avec vous aujourd'hui.
Donc, quand Stéphanie m'a parlé de ce meet-up sur les paiements, il était clair que c'était indispensable et avec joie que je pouvais participer à cet événement. Ça coïncide parfaitement avec un point qui illustre mon parcours, puisque j'étais dans un scheme local chez CB et que maintenant je suis chez EPI, European Payment Initiative. Voilà 4 mois que je suis chez EPI. Et l'objectif était de partager avec vous comment EPI va modifier notre vision du paiement. Donc comment EPI a bousculé ma vision du paiement. J'en parlais tout à l'heure encore avec l'un d'entre vous. Il est clair qu'aujourd'hui en France, on est très franco-français avec la carte, mais il y a tellement de choses qui bougent par ailleurs qu'à un moment, il faut aussi regarder un peu de l'autre côté de la frontière. Le paiement. Alors pourquoi c'est important aussi pour moi d'être présente aujourd'hui? C'est que le paiement aujourd'hui, c'est partout. Le paiement, il y en a partout. Relégué très longtemps au fin fond du back-office ou au fin fond des services informatiques, le paiement a pris une place prédominante. Qu'on paye ses impôts, qu'on paye son titre de transport ou sa baguette de pain, ou qu'on revende sa tondeuse sur le bon coin, il est clair que le paiement va pouvoir modifier et donner la bonne santé économique de tout un pays. Donc, impossible de s'en détacher. Le paiement, c'est un moment clé et il ne faut pas le louper. Le paiement aussi, je voulais tenir à dire qu'aujourd'hui, il faut pouvoir s'adapter. On est dans un monde qui bouge vite. Et ces dernières années, quand on regarde un peu l'historique des paiements, longtemps on a utilisé les espèces, le chèque, maintenant c'est la carte. Comme l'a très bien dit Virginie, longtemps en plastique, maintenant elle est digitalisée. Spéciale dédicace à Julien avec sa carte dans Apple Pay. À ce titre, non seulement elle prédomine notre quotidien, mais aujourd'hui, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que qui prédomine la gestion des cartes, ce sont des acteurs américains. Apple Pay, PayPal, Visa, Mastercard, Amex, et j'en passe. Donc, on n'a qu'à regarder la Coupe du Monde de rugby ou les JO pour les découvrir à quel point ils sont omniprésents. J'aimerais partager une anecdote importante pour vous, parce que cette anecdote, elle a forgé toute ma vision des paiements et a donné du sens et de la valeur à la suite. Cette anecdote, et on n'a qu'à regarder l'histoire. En 2014, la Russie avait encore des envies d'expansion et a envahi la Crimée. 2014, Russie, Crimée. De l'autre côté de l'Atlantique, il y avait Barack Obama. Barack Obama, donc, a désigné les sanctions auprès de ces grands acteurs américains en disant « Messieurs, mesdames, merci de couper les cartes de tous les oligarques russes. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que du jour au lendemain, la tranche de population la plus aisée de la Russie s'est retrouvée sans moyen de paiement. Plus pouvoir payer en Russie, plus pouvoir payer à l'étranger. Qu'à cela ne tienne, la Russie a dit « c'est pas grave, je vais monter mon propre réseau ». En 2 ans, la Russie a monté son réseau, MIA. Grâce à ça, elle s'est complètement rendue autonome et a pu permettre d'atteindre ce qu'on appelle la souveraineté des paiements. Ce mot qu'on entend souvent, et avec cet exemple, on illustre parfaitement la souveraineté des paiements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a tous une responsabilité. Aujourd'hui, tout va bien, entre guillemets. Les relations sont pacifiées entre la plaque américaine et l'Europe, mais demain, on ne sait pas. Personne ne lit l'avenir. Et en Europe, impossible aujourd'hui d'avoir un acteur qui sort du lot et qui puisse proposer aujourd'hui des paiements qui soient autonomes, souverains et qui puissent nous affranchir de décisions lambda de l'autre côté. Il y a ce point. Et puis le deuxième point, c'est surtout que les données. Les données, aujourd'hui, on a une chance inouïe, c'est qu'on a un RGPD, mais quand on passe sur des paiements sur d'autres réseaux, ça passe de l'autre côté de l'Atlantique. Et comme je le disais souvent, avant, on fouillait parfois les poubelles pour savoir qui était la personne. Dis-moi ce qu'il y a dans tes poubelles, je te dirai qui tu es. Là, c'est dis-moi qu'est-ce que tu achètes, je te dirai qui tu es. Et en fonction de ce que tu achètes, je peux te vendre n'importe quoi. Alors, dans quel monde on évolue? On évolue dans un monde et dans un contexte qui va très vite. Comme disait mon ami Confucius, il n'y a qu'une seule chose dans la vie qui ne change pas, c'est le changement. Donc, à ce titre, si on retrace un peu rapidement l'histoire, il y a 100 ans, un certain Piggy Wiggly a décidé d'ouvrir son supermarché en libre service. Il a lancé par la même occasion le système de paiement caisse, et ce système de paiement caisse, en fait, il est encore présent 100 ans après.
Non seulement il est présent aujourd'hui dans le monde physique, mais il est présent dans le mode e-commerce. Quand on rentre aujourd'hui sur une page e-commerce, on paye à la fin. Pourtant, on assiste à un basculement du check-out vers le checking. Progressivement, on a envie de reconnaître Madame Dupont quand elle rentre. Donc, elle s'authentifie. Donc, il faut savoir, donc, on a un système qui a été prédominé par la carte, ça fait 50 ans, et on a un système d'encaissement qui existe depuis 100 ans. Voilà. Je pose une pierre. Ensuite, le commerce évolue rapidement. Dans les années 90, il y a eu l'avènement du commerce électronique. Et le Minitel, l'ordinateur, le téléphone. Et grâce à l'e-commerce, on a pu aller consulter n'importe quel magasin virtuellement de son canapé. Génial. Et deuxième adoption, le smartphone. Deuxième Big Bang. Pourquoi ? Parce que grâce à ce smartphone, je peux l'emmener partout. Je peux visiter mon magasin, mais je peux l'emmener surtout dans mon magasin. En France, on est 85% à avoir un smartphone. Aux Pays-Bas, 95%. Encore une marge de manœuvre, hein. Donc une marche à monter. Et ça, on aboutit au commerce connecté. Grâce à ça, on assiste à des changements radicalement différents des comportements. Le commerce connecté fait tomber complètement les barrières entre le monde physique et le monde virtuel. Si je fais un sondage dans la salle, qui utilise son téléphone portable dans un magasin ? Oh, incroyable, vous êtes pile dans la tendance. Donc aujourd'hui, ce sont 78% qui utilisent au moins une fois l'application dans l'enseigne, 68% qui utilisent l'application de l'enseigne pour faire du click and collect, ou mettre ses coupons dans le téléphone, ou l'utilisent juste pour avoir des informations complémentaires. Et surtout important, 64 scannent les codes QR ou NFC pour obtenir des informations. Important. Le téléphone, c'est devenu la prolongation de nous-mêmes. 3 fois plus de paiements mobiles depuis 2019, 55% préfèrent des paiements digitaux, et tout ça pour arriver à du vrai confort et de la fluidité. Extension de nous-mêmes, et encore plus marquée chez les jeunes. Quand on regarde un jeune, ça ressemble à ça aujourd'hui. Hein. Donc aujourd'hui, le jeune est complètement rivé sur son téléphone. Essayez de faire un cours auprès des jeunes, vous verrez, ils sont tous derrière un écran. Donc par des consommateurs très intéressés ou extrêmement intéressés, il faut savoir que la génération la plus jeune, si on compare sur les pays, à part la France et le UK, plus de 40% sont très intéressés ou extrêmement intéressés par les super apps, les big apps. Donc ces applications qu'on appelle polyvalentes et qui offrent des services supplémentaires. Troisième point, les achats cross-border, qui ne vont faire qu'augmenter. Aujourd'hui, les achats en dehors de notre pays, en Europe, la moyenne, c'est 31%. Mais toutes les marques tendent aujourd'hui à vouloir prendre le contrôle. Donc quand on s'appelle Adidas, Nespresso, Lego, on va vendre directement. Donc la plupart des consommateurs vont vouloir aller chercher la marque en dehors de leurs frontières. Donc ce qui va accroître les achats cross-border. Pour résumer, des schémas d'encaissement obsolètes, des technologies qui prédominent notre quotidien et des achats de plus en plus mondialisés et les jeunes générations qui arrivent. C'est dans ce contexte que pays souhaite changer les codes. Il n'y a pas si longtemps, j'aurais dit c'est dans ce contexte qu'on souhaite changer les cartes, mais non, là, on va changer les codes. Donc, innover, c'est facile, mais maintenant, il faut transformer l'innovation en vrai business. Voilà. Quand on regarde, je vous ai juste mis un échantillon de toutes les marques de paiement qui existent en Europe. Et je me suis même affranchie des marques de la plaque Asie, parce qu'elles sont aussi présentes, comme l'a dit Virginie. Mais voilà, on est sur un marché fragmenté. Tout ça pour payer. Vous imaginez à quel point le gâteau est attractif. Donc, aujourd'hui, EPI, European Payment Initiative, c'est quoi? C'est la volonté de créer une solution de paiement qui met le citoyen au centre de tout ça. C'est la volonté d'offrir une solution indépendante et basée sur du paiement instantané et compte à compte.
Donc pour répondre au dernier point tout à l'heure, est-ce qu'on va faire du compte à compte? La réponse est oui. Est-ce qu'on va faire de l'instantanéité? La réponse est oui. Ce mot, à retenir, comment on le prononce? Comme vous voulez. Pour ma part, je prononce Wiro. Wiro, symbole du oui, W-E, nous, et du euro, parce qu'aujourd'hui, on est présent en Europe, et on souhaite être présent en Europe. Et Wiro, c'est le symbole. C'est-à-dire que demain, EPI restera la marque institutionnelle, mais Wiro, ce sera le nom de votre future wallet. EPI souhaite construire un portefeuille orienté, et le but, c'est un digital wallet. Digital wallet, ça veut dire que c'est votre téléphone qui deviendra votre wallet. Exit tous les supports physiques, c'est le téléphone qui prend le relais. E-compte solution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne rentre pas mon numéro de carte, je rentre mon numéro de compte dans ce wallet. Et en rentrant mon numéro de compte, je m'affranchis d'un certain nombre d'intermédiaires. Donc ça va plus vite, c'est plus facile, c'est plus fluide et ça coûte moins cher. Donc l'objectif aussi d'EPI, c'est l'écosystème. L'objectif, c'est de construire un schéma de paiement qui soit co-construit avec l'ensemble des acteurs de la chaîne. Ça ne veut pas dire qu'on va parler qu'aux banquiers, non, ça veut dire qu'on va parler avec les PAT, les banquiers et les commerçants. Parce qu'aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment d'offrir un moyen qui soit en accord avec le marché. Derrière, ce sont 16 actionnaires qui se sont réunis. Alors, en 2020, il y avait la volonté de lancer un schéma de paiement sur le modèle carte. Sauf qu'on se l'est dit, le modèle carte, il n'était pas assez ambitieux, il n'était pas assez innovant. Donc, ce sont un nouveau modèle, c'est ce qu'on appelle souvent EPI V2. Et là, ce sont 16 actionnaires qui ont revu leur trajectoire pour être plus ambitieux et plus innovants. Ces 16 actionnaires ont pour ambition de lancer l'année prochaine Wiro sur France, Allemagne et Benelux. Ça passera par quoi? Ça passera par déjà l'acquisition d'acteurs locaux. Est-ce que certains utilisent Paylib dans la salle? On n'est pas nombreux, j'espère que je reviendrai pour Wiro, on lèvera beaucoup plus la main. Donc Paylib, c'est quand même 5 millions de transactions en août, 33 millions de Français qui sont enrôlés passivement, et Paylib va disparaître au profit de Wiro. Ça, c'est pour la France. Pour les pays du Benelux, je sais, certains connaissent peut-être iDeal, merci, Payconic, merci. Donc ces deux acteurs vont intégrer EPI. C'est une marque de confiance énorme, parce que dans les pays du Nord, ils sont plus de 75% à utiliser ces services. Donc Payconic, iDeal, Paylib vont offrir un capital de confiance et 1 milliard de transactions au démarrage. On sera présent où? Eh bien partout. On sera présent d'abord sur le P2P, personne to personne, P2Pro, personne à pro. Ça veut dire que je pourrai échanger de l'argent en famille, entre amis. Dès l'année prochaine, en 2024, je pourrai faire mes achats en e-commerce. Et là, nouveau, ça va vraiment, il y a un bouleversement qui va s'effectuer en France. Plus besoin de sortir sa carte, plus besoin de taper ces 16 chiffres, plus besoin de taper ces 3 chiffres du CVV, de s'authentifier sur la banque. Non, le e-commerce, ce sera un QR code. Ce QR code qui a apparu pendant le Covid et qui est de plus en plus commun, fonctionnera à travers le e-commerce. Au moment de l'achat, on verra un petit peu plus loin comment ça se déroule. Et il sera présent après dans le monde physique. Donc, stratégie et ambition affichées, P2P, e-commerce et magasin physique. Ça nous permettra de couvrir ces cas d'usage à l'écran. Paiement immédiat, pré-auto, acompte, no-show, abonnement, etc. Si je m'appuie sur un cas d'usage qui est en pleine explosion, l'abonnement. Qui n'a pas son abonnement Netflix, Prime, Spotify, Deezer et j'en passe, Nespresso. Aujourd'hui, tout ça, c'est présent dans tous les services différents. Et à chaque fois, on se dit, mais je ne sais plus comment gérer tous ces abonnements. Et en fait, l'objectif de cette application, c'est d'avoir en un seul lieu la gestion de tous ces abonnements. On-off. Le citoyen reprend le contrôle. Aujourd'hui, on se dit aussi que le ticket, on en a partout. Je l'ai parfois sur ma boîte mail, dans mon portefeuille. Non, là, tout sera présent dans cette appli.
Demain, je suis chez Le Bon Coin. Donc, spécial dédicace encore pour Julien. Quand il pourra proposer ses pages de paiement, il mettra Wero. Et là, quand Wero, j'aurai tapé Wero, il y aura un Face ID, parce que ce seront des techniques et des contrôles biométriques qui vont donner le consentement de l'achat. Caroline a dit, il faut que ce soit fluide, un non-événement. Eh bien oui, l'objectif, c'est que ce soit fluide. Donc, à travers les technologies de 2023, c'est de pouvoir faciliter l'achat avec la sécurité qui va avec. Donc, tout à l'heure, on s'est dit, c'est bien le paiement, mais pas que. Le portefeuille numérique sera présent dans une application standalone, c'est-à-dire directement sur les App Store, mais également dans l'application bancaire de votre banque. Et à partir de là, je pourrai couvrir tout ce qu'on vient de s'échanger ensemble. Et demain, il y a aussi un Product Vision, accès au programme fidélité du marchand, accès aux options de financement, BNPL, intégration des monnaies digitales, euro digital, si l'Europe va jusqu'au bout. Parce que ça aussi, on n'est pas garanti. L'identité digitale et gestion des abonnements, ce qu'on s'était dit. Comment ça fonctionne? Voilà, Julien. Une petite vidéo qui résume très bien ce qu'on s'est dit. Payment habits are changing. Payment solutions should too. EPI delivers a modern digital payment solution that enables instant transactions directly and securely between bank accounts. Initially, EPI's solution will become available in 5 European countries, but will expand across Europe over time. This payment solution can be used for all types of payments, between friends and family, e-commerce included subscription, in-store, invoice payment, donations and more. Extra features like split the bill, buy now, pay later, e-receipts, loyalty programs and much more make EPI a truly innovative proposition. Here are some examples of how it will work. E-commerce. When shopping online, users can quickly scan a QR code and use a smooth and secure authentication flow instead of having to enter card details. Users can also benefit from additional services like buy now, pay later, or shipping details being filled out automatically. Scan and go. Want to buy something you see displayed on an ad in the metro? With the EPI's wallet, all you need to do is scan a QR code to make the purchase directly on your phone. EPI enables new commerce opportunities without the need for payment terminals. P2Pro. EPI provides the option for instant and secure transactions with professionals. Forget about cash or checks when you go to the market hall or when you need to pay your fitness coach, music teacher, or plumber. Future use cases beyond payments. With the EPI wallet, European banks are ready to offer their customers a secure and convenient place to store and use other digitized valuables, like eID or the future digital euro. EPI is not just a new way to pay, it provides a modern platform for future innovations across all payment scenarios. EPI taps into the global trend of instant payments by leveraging the collective power of European payment industry players, including banks and acquirers. EPI works in close collaboration with the whole payment and retail ecosystem, including merchants and acceptance providers. The EPI model is open, and any interested player can join the movement now. Eh bien, Laetitia, est-ce que tu as encore quelque chose à nous dire? Non, c'est bon. Merci. Tu m'as emmené. Ah bah. Tu m'as emmené avec toi. Je t'ai embarqué, c'est bon. Ah oui, là, oui, effectivement, tu vends très bien EP, tu me l'as vendu en tout cas. Bah, je te remercie beaucoup. C'est vraiment passionnant. Enfin, on a encore des mois et des années bien sympas qui nous attendent. Oui, quelles sont les visions du paiement à 5 ans? Et là, il n'y a pas de doute, Wero sera dans la place. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? C'est toujours le même, Laetitia. Mais vu que tu n'en parles pas, ça veut dire qu'il n'y a pas de fraude? Ton sujet préféré? Forcément. Alors, il est clair que la fraude est le point
limite clé du développement de cette application. Aujourd'hui, ce sont les services fraude des banques qui drivent aujourd'hui tous les projets autour d'EPI. Donc la fraude est un point essentiel car, comme on l'a très bien dit tout à l'heure, si à un moment il y a de la fraude, il n'y a pas de confiance. Et comment créer un moyen de paiement sans confiance? Je n'ai pas la réponse. Moi non plus. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Laetitia? Moi, j'ai compris pourquoi, quand j'ai dit sum up, t'as j'ai bondi. grincé les dents. D'autres questions? Non, tout est clair. Une question ici. Ils ont faim ou soif? Bonsoir. Moi, la question que j'ai, c'est que j'ai du mal à comprendre la valeur ajoutée de pays par rapport à un système comme Apple Pay, où en fait, par exemple, sur mon téléphone et sur mon Mac, voilà, je suis connecté sur mon compte Apple Pay, je retrouve, je peux cliquer. On fera un cours particulier parce que ça veut dire que j'ai loupé ma présentation. Okay. C'est-à-dire qu'Apple Pay aujourd'hui, toutes tes données, elles passent de l'autre côté de l'Atlantique. Ça veut dire que demain, Madame la marchande, elle paye plus cher pour ta transaction. Ça veut dire qu'à un moment, si elle paye plus cher, toi, tu vas payer plus cher à un moment. Okay. Donc la valeur ajoutée, alors du coup, c'est pas la simplicité, parce que vous vendez, aussi, bien sûr. En fait, scanner un QR code, c'est quand même moins simple que de payer en. Alors ça, non, je mets au défi aussi de tester. Okay. Aujourd'hui, toutes les applications qui se montent dans le monde, c'est sur du QR code. Et il y a souvent ce débat QR code NFC, et beaucoup de commerçants que j'ai pu interroger, tous m'ont dit 1000 fois je signe le QR code. Parce que ça veut dire que je ne suis pas dépendant de l'évolution de ton téléphone. Ça veut dire que je ne vais pas attendre en caisse que la personne ait mis à jour son téléphone. Le QR code facilite grandement et aujourd'hui, c'est le QR code qui gagne. Okay. Très clair, merci. Bon, on a encore une question. Info, Apple Addict, hein. Vous l'aurez compris. Merci beaucoup pour cette présentation, c'était très intéressant. Alors, avant de poser ma question, peut-être pour compléter, je pense que Berthier, demain, quand elle va acheter sa voiture et qu'elle sera sur le parking, elle ne pourra pas payer avec Apple Pay, mais ce sera peut-être possible avec Wiro. Par rapport à vos partenaires, on a vu des banques et des PSP. Est-ce qu'il y a des commerçants qui sont on board? Est-ce que ça va venir? Alors aujourd'hui, mon travail, en effet, c'est de convaincre les commerçants d'y aller. J'ai reçu un accueil extrêmement chaleureux des commerçants et l'objectif, c'est d'avoir des pilotes dès l'année prochaine. D'accord. Merci. On a encore une question ici. Ce n'est pas une question, c'est pour fédérer les commerçants. Bertrand Pinault, Mercatel, si vous voulez soutenir EPI, adhérez à Mercatel. J'abonde. Est-ce qu'on a encore quelqu'un qui veut se lancer? Oui, à gauche. Hello, Johan SNCF Connect. Enchanté. Enchanté, Laetitia. Concernant les fonctionnalités qui ont été montrées, on a parlé du peer-to-peer, de l'e-commerce, de l'omnicanalité. Est-ce que ça va arriver one shot ou est-ce que ce sera progressif? Comment vont faire les commerçants qui font de l'omnicanalité aujourd'hui? Très bonne question, Johan. En effet, l'objectif est de ne pas tout déployer en une fois. Pourquoi? Parce qu'on pourrait très bien se prendre les pieds dans le tapis. Donc l'objectif, c'est de faire les choses step by step. Donc P2P, c'est 2024. Cette étape est clé et cruciale pour montrer aux commerçants que ça fonctionne. C'est pour montrer aussi que les banques sont derrière et mettent les moyens. Et à partir de là, en 2025, on déploiera le e-commerce. Et parce que le e-commerce est quelque part plus facile aussi à déployer, donc deuxième étape. Et troisième étape, le monde physique. Et là, il y a aussi beaucoup de boulot parce qu'il faut aussi mettre à jour tous les systèmes d'encaissement. Voilà. Est-ce qu'on a une autre question? Ou est-ce que tout est clair pour vous? Non? Vous avez soif, vous avez faim? Je crois qu'on est arrivé au bout. Encore une fois, un immense merci parce que tu nous as embarqués avec toi sur EPI. Merci à toi Laetitia, merci à Virginie, merci à Julien, Caroline. Moi, je ressors de là avec encore plus de passion pour le paiement. J'étais déjà passionnée, mais là, encore plus. Il y a encore plus de choses qui vont se passer. Il y a encore plus de choses à suivre. Bon, je pense qu'on va se retrouver, à mon avis, dans pas très, très longtemps, tous ensemble, dans un event ou un autre pour en discuter. En tout cas,
un immense merci d'être venus, d'avoir bravé les galères de métro, de train, de manifestations. Je suis ravie de voir qu'il y a autant de monde encore ce soir qui soit resté jusqu'au bout. C'est top. Je vous propose maintenant d'aller étraîner un peu cette proximité qui nous a certainement un peu manqué. On n'est pas encore dans le digital complet, là, du contactless total. Je vous propose de passer sur le côté là-bas et d'aller prendre le temps d'échanger. Merci à tous.